Et bonjour à toutes et tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent et on va commencer par les formalités. Si vous nous regardez depuis YouTube, n'hésitez pas à venir sur Mediapart, c'est en accès libre toute la journée pour cette journée de portes ouvertes numériques et cette journée se conclura avec un aller libre spécial ce soir avec des invités prestigieux et prestigieuses et je cite seulement Kazé qui est une rappeuse parce que je sais que ça va faire plaisir à des copines. Toutes les questions que vous voulez nous poser, il faut le faire donc sur Mediapart. Ça se passe à droite de votre écran, si je me trompe pas, sur ordinateur et en dessous de la vidéo si vous êtes sur téléphone. Et on va commencer donc pour ce nouveau plateau. Donc vous avez peut-être vu les unes de la presse d'extrême droite titrant sur la menace féministe. Peut-être que cette morale, cette panique morale répond aux 50 000 participantes et participants à la manifestation contre les violences faites aux femmes de samedi 20 novembre. Et Mediapart, contrairement à la presse d'extrême droite, accompagne la révolution féministe en cours. Entre libération de la parole et libération de l'écoute, la prise en compte politique des violences sexuelles et sexistes est en cours. Depuis la vague MeToo de 2017 et l'affaire Weinstein, la prise au sérieux de ces violences a lieu dans beaucoup de milieux. Donc évidemment le cinéma, on se rappelle du témoignage puissant d'Adèle Haenel ici même, mais aussi dans le théâtre, aussi il y a eu le hashtag #MusicToo, mais il y a eu les grandes écoles avec Sciences Po, il y a eu une révélation dans Mediapart du management sexiste notamment et de violences sexuelles dans l'entreprise McDonald's, il y a eu le MeToo inceste qui a vu le jour il y a un an à peu près à la suite du livre de la Familia Grande de Camille Kouchner, c'était en janvier dernier il me semble. Et dans le sillon de l'affaire Hulot a émergé le MeToo politique, alors que plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont accusés par des femmes de violences sexistes et sexuelles. Alors avec nous, pour aujourd'hui répondre à la question sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles, Lénaïque Bredou, qui est responsable éditoriale aux questions de genre. Bonjour. Salut Tariq. On a Marine Turki, journaliste au pôle enquête de Mediapart. Bonjour. Salut. Et j'en profite pour dire que tu sors un livre qui s'appelle Faute de preuves, justement sur la justice face aux révélations MeToo. Et avec nous aussi, Khadija Zarouali, journaliste au pôle social de Mediapart. Salut Bonjour. Tariq. Parce qu'évidemment, ces questions irriguent tout le journal. Alors, on va commencer avec les premières questions. Comment traiter, ça commence direct pour toi, Khadija. Comment traiter du sexisme dans la télé-réalité sans stigmatiser les participantes et donc sombrer soi-même dans le sexisme? C'est en rapport avec des enquêtes que tu as sorties à Mediapart. Ah oui, voilà. Il y a depuis un moment, en fait, des candidates qui sortent d'émissions de télé-réalité et qui expriment sur des plateaux qui ne sont pas des plateaux de médias traditionnels. C'est plus des blogueurs, chez Samzira par exemple, des épisodes en fait assez violents. En fait, il suffit même de regarder ces émissions en fait pour voir que les femmes qui sont candidates sont assez maltraitées. En gros, leur rôle, c'est et ça, je le tiens d'un entretien que j'ai fait avec une candidate hier. Leur rôle, c'est d'être de la chair à désir, quoi. C'est en gros, quand elles arrivent, elles doivent être désirées, désirables par le téléspectateur et les autres candidats. Elles doivent avoir des histoires d'amour. Elles ne se valent pas à elles-mêmes, contrairement à des candidats hommes qui peuvent être connus et programmés parce qu'ils sont grande gueule, parce qu'ils sont intéressants, etc. Les femmes, non. Les femmes, elles n'ont que pour rôle dans ces émissions. Et ça, c'est scripté, etc. C'est pensé par les producteurs. C'est pas c'est pas la nature humaine qui s'exprime dans ces émissions. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est pensé comme ça. C'est pensé comme ça dans Les Anges, dans Les Princes, etc. Il faut qu'elle soit là pour faire naître le désir, quitte à ce que ça engendre derrière pas mal de clichés sexistes. Donc, elles parlent depuis un moment, mais elles ont décidé de se rejoindre en fait il y a quelques mois. C'est Angel Salentino, qui est une ancienne candidate, qui ne fait plus de télé-réalité, qui sur Instagram a fait un live en disant « Maintenant, ça suffit ». Elle a eu une énième altercation avec Raphaël Pépin, Rafou Peps, pour les gens qui regardent la télé-réalité, que nous avons interrogé d'ailleurs, qui ne nous a pas répondu, et qui est connu pour ses frasques sexistes. Enfin, voilà. Il a dit, par exemple, dans le bain de Jérém Star, qu'il avait étranglé notre candidate, qui à l'époque était sa petite copine, et ça n'a dérangé personne, parce qu'il a encore été programmé dans des tas d'émissions. Il a, dès qu'une femme, en fait, lui le mettait devant ses contradictions, il disait qu'il était sexiste, lui, il disait « Mais toi, tu couches avec un tel, tu sors avec un tel, de toute façon, tu n'es
qu'une prostituée, enfin des insultes sexistes comme ça. Et nous, on a décidé de le prendre au sérieux parce qu'en fait, ce sont des émissions qui sont beaucoup regardées par des jeunes et par des jeunes femmes. Et on trouvait ça important de le traiter avec autant de sérieux que tout autre sujet. On ne le prend pas du tout à la rigolade. Ce sont des salariés, ces candidates, dans des émissions. Le rôle des productions, c'est de protéger leurs salariés comme tout employeur doit protéger ses salariés parce qu'ils ont une obligation de sécurité psychologique et physique pour leurs salariés. Et nous, en fait, moi, je travaille au pôle social sur les conditions de travail et j'ai travaillé sur ce sujet-là comme je travaillerais sur n'importe quel sujet avec autant de sérieux et de prise en compte de la parole des femmes, mais aussi tout autant de contradictoires et de travail de recherche des preuves. Yes, voilà. Merci beaucoup. On continue avec une question de Valérie. N'est-il pas trop difficile de ne pas trop s'impliquer au cours des enquêtes ? Comment faire pour garder une certaine distance, surtout émotionnelle ? Peut-être Marine ou Lénaïque. Marine, vas-y. On peut répondre toutes les deux, mais c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup, en fait. Il faut expliquer plusieurs choses. On mène pas ces enquêtes tout seul, en fait. Même quand on signe tout seul, on est tout un collectif derrière, on discute, on a des échanges avec Lénaïque, évidemment, qui pilote ces sujets à Mediapart, mais plus largement dans le journal. Et ça, c'est important un peu quand on sort d'entretiens, qu'on peut durer des heures avec une personne qui vient dénoncer des violences sexuelles et parfois des faits très graves, des faits qui déposent un bagage très douloureux. Nous, en fait, on va nous-mêmes en parler entre nous, ce qui fait que déjà, ça permet de mettre ce collectif un petit peu qui fait un petit peu écran. Après, c'est surtout que c'est pour ces personnes qui viennent nous voir que c'est difficile, en fait. Et nous, on a une responsabilité énorme qui est de déjà leur expliquer ce qui peut se passer si elles parlent, ce qui peut se passer après l'article, de leur mettre tous les éléments sur la table et puis de les laisser décider ensuite si elles veulent parler dans cet article. Et c'est important de dire ça parce que on nous demande souvent, on nous dit vous êtes courageuse de faire ça, etc. Mais le courage, c'est quand même les gens qui parlent. C'est facile. Nous, en fait, on est derrière nos écrans, on travaille là-dessus. Est-ce que nous, on serait capable d'avoir ce courage-là et puis d'assumer les conséquences ? Sincèrement, j'aimerais penser que oui, mais je suis pas sûre. Donc c'est quand même tout ça qu'il faut souligner. Donc je pense que les vraies personnes courageuses et c'est des personnes qui nous contactent quand même, et aussi les témoins qui parfois prennent des risques, y compris professionnels, en nous parlant. Donc après, évidemment qu'il faut pas sous-estimer ce que peuvent engendrer la lecture de tous ces témoignages. On l'a souvent dit, mais on en reçoit au journal des centaines, des milliers. On a fait le décompte, quasiment 1 millier de témoignages en 2 ans, sur les seules 2 années. Et puis depuis l'affaire Denis Baupin, ça n'arrête pas. Donc bien sûr que lire tous ces témoignages, ça peut pas nous laisser comme ça de marbre et ça peut pas ne pas avoir de conséquences. Mais je crois que c'est important de rappeler que voilà, c'est un travail d'enquête, et on travaille sur ce sujet avec les mêmes méthodes d'enquête que les autres, en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent. Alors bien sûr, on parle pas de dossier, on parle pas de chiffres, on a de l'humain quand même, il faut prendre ça en compte. Mais par contre, c'est la même chose, c'est-à-dire on va vérifier les faits, on va faire des rendez-vous de manière très professionnelle, on va ensuite confronter le mis en cause avec tout ça. Donc c'est les mêmes méthodes de travail qu'on peut avoir sur les enquêtes sur la corruption, sur toutes les enquêtes qu'on peut faire sur la santé, sur l'environnement, etc. à Mediapart. C'est vrai que du coup c'est un poste un peu particulier parce que d'ailleurs tu le dis dans le livre Faute de preuves, à chaque fois que vous sortez une enquête, vous recevez des milliers de messages de la même façon que sur ce qu'on a traité ce matin sur la question de l'extrême droite et du nombre d'attaques en fait en tant que journaliste quand on traite l'extrême droite sur les violences sexistes et sexuelles. Nous on le voit au niveau des commentaires parce que du coup pour les gens qui le savent pas, je suis aussi modérateur à Mediapart, mais du coup il y a quand même quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant sur les autres articles de gens qui viennent défendre les mises en cause, mettre en cause la parole des personnes qui témoignent, etc. On reçoit beaucoup de choses, mais surtout, il faut bien se dire le désespoir qui est celui des gens qui nous écrivent, encore une fois. C'est que soit ils sont embragués dans des procédures judiciaires qui sont extrêmement douloureuses, qui sont bloquées, où ils estiment qu'il y a des dysfonctionnements, soit ils n'envisagent plus la justice, et c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller, mais surtout par rapport à toute la masse de témoignages qu'on peut recevoir, ça prend une part énorme, sincèrement. Et c'est depuis l'affaire Baupin. Pourquoi ? Parce que ces sujets, avant, ils n'étaient pas ou peu traités, ou en tout cas, ils étaient traités à la rubrique faits divers. Et que nous, depuis le travail de Lénaïque, qui a
a été quand même pionnière sur ces sujets. Enfin, je peux parler à ta place, tu raconteras toi-même, mais en fait, forcément, ça ouvre une porte, en fait. Et que dès qu'on publie ou dès qu'on prend la parole là-dessus, en fait, on reçoit un flow et ça raconte quelque chose, ce flow-là. Et c'est souvent aussi des demandes d'aide, de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a ça dans mon entreprise, j'ai vu ça, il y a des victimes, qu'est-ce que je fais? J'ai été victime, qui j'appelle? Est-ce que je peux publier comme ça sur les réseaux sociaux? On a ça aussi, qu'est-ce que je fais? Un avocat, un psychologue, comment j'alerte? Donc en fait, ça montre quand même quelque chose, ça raconte quelque chose. C'est comment les pouvoirs publics ne gèrent pas ça. On ne devrait pas recevoir des questions sur qu'est-ce que je fais quand je suis victime de violences sexuelles. On est journaliste. Donc je trouve que ça raconte quelque chose et c'est pour ça qu'il faut le dire. Et ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on ne peut pas répondre à chacun et à chacune alors qu'on aimerait en fait. Mais on n'a même plus le temps de répondre à ces mails. Naïve, tu veux rajouter quelque chose? Juste peut-être en complément sur à la fois effectivement le flot de messages que décrit très bien Marine, mais effectivement ce que tu pointais aussi Tariq, c'est que ça suscite aussi des réactions à l'inverse, parfois très virulentes. On le voit parfois dans les commentaires, on le voit parfois sur les réseaux sociaux, etc. Mais là encore, c'est pas du tout pour esquiver la question, mais en vérité, c'est pas tellement comme journaliste qu'on est le plus mis en cause. C'est pas les personnes qui écrivent qui sont les plus en difficulté et qui prennent le plus de risques, pas du tout, en vérité, sur ce point-là, sur cette question-là, ce sont les femmes qui témoignent. Et je vais vous donner un exemple très évident. Si on prend l'enquête qu'on a faite avec Marine et David Perrotin à Mediapart concernant Éric Zemmour, il y a énormément des femmes qu'on a interrogées dans le cadre de cette enquête qui étaient vraiment extrêmement craintives d'être exposées sur les réseaux sociaux à la masse de commentaires extrêmement violents, d'appels au viol, d'appels au meurtre, d'insultes racistes, sexistes, homophobes, tout ce que vous voulez, et qui du coup craignaient de prendre la parole, craignaient de témoigner par peur de recevoir un flot d'insultes extrêmement massif. C'est en quoi elles ont raison, parce qu'il y en a une qui l'a fait, puisqu'elle a d'abord fait un post sur Facebook avant de répondre à nos questions, qui est une élue municipale d'Aix-en-Provence qui s'appelle Gaëlle L'Enfant, qui avait témoigné du fait que Éric Zemmour avait voulu l'embrasser de force. Eh bien, par exemple, quand la suite des commentaires de son post sur Facebook, il y avait des menaces. Elle a d'ailleurs porté plainte pour menaces de mort suite à son post sur Facebook. Donc ça, c'est évident que ça a un effet dissuasif, parfois pour des journalistes, chez des jeunes journalistes femmes notamment, qui se retrouvent prises dans des phénomènes de cyberharcèlement, qu'on connaît bien, mais aussi d'abord je sais pas, peu importe, mais c'est pas une question de hiérarchie, mais d'abord aussi quand même pour les femmes qui voudraient témoigner dans le cadre de nos enquêtes. Bon, je dis femmes pour pluriel de majorité sur les victimes de violences sexuelles, étant évidemment entendu qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Très bien, j'ai une question de ABCD qui nous demande quelle est votre position sur l'écriture inclusive. Ça, je pense que tu peux parler un peu. Je peux répondre, en fait, justement, parce que c'est un travail qu'on mène actuellement avec le pôle de correction de Mediapart. À Mediapart, nous avons des correcteurs et des correctrices qui corrigent les articles des journalistes avant qu'ils soient publiés. Donc, ils font un travail essentiel, extrêmement important, d'orthographe, de grammaire, d'orthotypographie, de vérification factuelle. Un travail colossal. Et dans ce travail colossal, ils ont aussi, partie des chantiers que nous menons, d'avoir une écriture plus inclusive que ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs plein d'articles où c'est déjà le cas. Nous pensons à Mediapart que nos pratiques journalistiques, la manière dont nous écrivons nos articles, les sujets que nous mettons en avant, la manière dont on titre, dont les photos qu'on choisit ont un rôle extrêmement important parce qu'ils disent quelque chose de la manière dont on raconte la société. Et notre travail de journaliste, c'est quand même d'abord et avant tout de raconter la société, parfois de révéler des faits cachés, mais aussi de raconter ce que nous avons sous les yeux. Et que nous savons très bien que la façon dont les médias le font trop souvent, y compris Mediapart, invisibilise bien souvent les femmes, globalement toutes les minorités, les femmes étant comprises comme une minorité, pas au sens numérique, mais au sens de leur place dans la société, et que nous devons faire un effort, et nous avons cette responsabilité comme journalistes, non pas de tordre le réel, mais de mieux le représenter, et la langue est un des outils pour le faire. Et toi d'ailleurs, Khadija, est-ce que tu te poses la question, même sur d'autres articles que ceux spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles, est-ce qu'il y a une volonté de faire parler aussi d'autres personnes peut-être ?
Oui, par exemple, sur la langue, je sais pas, je peux prendre un exemple récent. Sur les enquêtes que j'ai fait sur le milieu du podcast, en 2 volumes, c'était pas sur les violences sexuelles, c'était sur les mauvaises conditions de travail dans la plupart des studios de podcast. J'ai tout mis au féminin, parce qu'en fait, la plupart des témoins qui m'ont parlé étaient des femmes. Il y avait des hommes dedans, mais j'ai choisi de genrer tous les groupes au féminin, par exemple. Typiquement sur ce point, c'est ce qu'on appelle le pluriel de majorité. Donc, et Rachel l'a expliqué dans l'article, voilà exactement pourquoi du coup c'était au féminin. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes, mais étant donné qu'elles étaient une majorité écrasante, c'était pertinent. Ça fait partie des choses qu'on peut faire pour ne pas limiter par ailleurs le caractère inclusif de l'écriture ou la seule question du point médian qui parfois suscite des réactions un petit peu épidermiques. Tout à fait. Ensuite, une question de Get. Un D et un T, c'est dur à lire, côte à côte. Du coup, je pense que c'est Get. Que pensez-vous de l'expression tribunal médiatique ? Cette locution a-t-elle du sens ou bien détourne-t-elle l'attention des vrais problèmes, c'est-à-dire les violences sexistes ? Je pense que j'ai eu 50 fois cette question cette semaine, donc je pense que c'est une question, évidemment, et on va y répondre. Il faut le redire, nous, on est journalistes, on fait des enquêtes de journalistes, on ne fait pas des enquêtes de policiers, on n'est pas procureur, on ne déclare pas des coupables, donc quand on fait des articles, on ne dit pas un tel est coupable, mais on amène des faits d'intérêt public. Et là-dessus, petite parenthèse, il faut le redire aussi, on n'est pas sur des faits de la sphère privée, on n'est pas sur des histoires de drague, de séduction, de libertinage, comme a pu le dire, je sais plus, DSK ou Denis Baupin. On est sur des accusations de violences sexuelles et sexistes. Donc c'est d'intérêt public et donc ça pose plein de questions qui sont des questions pénales, judiciaires, mais qui sont aussi des questions parfois déontologiques, parfois éthiques. On l'a montré dans l'affaire Gérald Darmanin, par exemple, pose toute une série de questions. Et donc là où, ce rôle, il est tellement différent entre la justice et les médias que là où la justice, son travail s'arrête à la prescription, par exemple, parce qu'elle peut plus poursuivre quand c'est prescrit, nous, notre travail, il continue, en fait. Et on pose plein de questions, et notamment celle-ci, qui traverse, je crois, à peu près toutes nos enquêtes, c'est la question de l'abus de pouvoir. C'est la question de qui a le pouvoir, avec quel levier et quel levier peut-il actionner. Et encore une fois, la personne puissante, c'est autant le ministre Gérald Darmanin, le producteur Luc Besson, Nicolas Hulot, que l'entraîneur sportif, le prof, le type de la télé-réalité, le père, etc. Donc c'est toutes ces questions qu'on pose, et le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, nos enquêtes sont différentes. Voilà. Là où il y a une confusion aujourd'hui, c'est qu'on estime que, en fait, quand les faits sont accablants et qu'il y en a dans toute la presse, en fait, on dit le mis en cause, il n'a pas pu s'exprimer. Mais si on prend Nicolas Hulot, qui est l'exemple le plus récent, c'est un très bon exemple, en fait. Nicolas Hulot, il préempte les révélations d'envoyé spécial, ce qui permet d'aller chez BFM. BFM n'a pas les éléments d'envoyé spécial qui n'est pas encore sorti, ça va être le lendemain. Donc, en fait, les questions restent assez générales. Et donc, en fait, il peut faire un démenti général sans avoir à s'exprimer sur le fond. Et nous, ce qu'on constate dans toutes nos enquêtes, c'est quand même que les mis en cause, on leur fait des questions pendant des jours, on leur fait des demandes d'entretien, etc. La plupart du temps, franchement, 90% des cas, on a quelques lignes de démenti adressées directement ou via un avocat. On n'a pas de réponse à nos questions précises, alors même qu'on transmet tous les éléments. Et puis, la personne va dire ensuite qu'elle n'a pas eu le droit, pas eu voix au chapitre. Et souvent, elle va aller s'exprimer sur un grand média, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens et qui sont des personnes, des personnalités publiques importantes. Donc, je crois qu'il faut expliquer que tribunal médiatique, ça ne veut rien dire. Et par ailleurs, on le dit souvent, il faut le répéter, entre les réseaux sociaux, le journalisme d'information tel qu'on pratique ici, par exemple à Mediapart, avec des enquêtes étayées, et puis le journalisme d'opinion, tous les éditorialistes qui peuvent avoir un avis sur une affaire sur un plateau, c'est quand même 3 choses différentes. Donc quand on parle de tribunal médiatique, est-ce qu'on peut dire de quel média on parle ? Voilà, et ça me paraît être un point important. Très bien. Tu as un peu répondu, mais du coup, on nous demande, sur Mediapart, on voit souvent passer des sujets sur les violences faites aux femmes, mais les violences sexistes sont aussi de la transphobie, de la lesbophobie. Certains journalistes se consacrent-ils, ou elles, aux questions relatives aux communautés LGBTQIA+. Oui, bien sûr, ça fait partie des sujets qu'on traite dans le journal quand même depuis plusieurs années. Et par ailleurs, en Mediapart, il existe un poste dédié aux questions de discrimination, donc qui est occupé par David Perrotin aujourd'hui, et dont évidemment dans les discriminations qu'il raconte et qu'il documente, il y a évidemment la question des LGBTQIA+. Il y a aussi un certain nombre de piges, de journalistes qui nous proposent des sujets sur ces questions que nous avons publiées. Par exemple, il y a assez récemment sur la question de la circulaire sur les élèves
trans, voilà, au ministère de l'Éducation nationale, voilà, dans le cadre du pôle société qui est piloté par Mathilde Mathieu, voilà, qui fait tout un travail là-dessus parce que ça fait évidemment partie des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes et qui font partie de l'identité du journal, qui défend voilà une égalité entre toutes et tous. J'ai cru comprendre que on avait quelques journalistes de Mediapart qui étaient nommés, du moins pour les outdoors, la semaine prochaine. Bonne chance à Khadija et à David Perrotin. Ouais, c'est les prix de l'association de l'AJL, l'association des journalistes LGBT, qui chaque année, voilà, en direct sur Mediapart, vous pourrez suivre la cérémonie, enfin avec 2 jours d'écart cette année, il me semble, la cérémonie de remise des trophées, où nous souhaitons effectivement bonne chance à Khadija et David. Alors, j'ai une question. À quel moment êtes-vous sûr de pouvoir sortir une affaire qui met en cause une personnalité, par exemple, sans craindre de la diffamation ? Je suppose d'être poursuivi pour diffamation. Il n'y a pas de règle là-dessus, en fait. C'est justement des discussions collectives, typiquement les discussions que j'évoquais au début de ce plateau. C'est-à-dire, en fait, on en parle, on met les éléments à plat et on se dit à quel moment là on est OK pour y aller. Je donne un exemple, mais quand on fait l'affaire Adèle Haenel, enfin moi je l'appelle l'affaire Christophe Ruggia, mais en tout cas autour du témoignage d'Adèle Haenel, on a un témoignage d'Adèle Haenel qui est extrêmement détaillé, qui donne plein de dates, de lieux, etc. qu'on va vérifier, mais à un moment donné il y a des points de bascule dans ces affaires-là, dans ces enquêtes-là. Et là par exemple le point de bascule, ça a été le témoignage de Mona Achache, qui est une réalisatrice, qui a été une compagne de Christophe Ruggia et qui racontait les confidences que lui aurait fait, en tout cas d'après elle, Christophe Ruggia, sur des sentiments qu'il aurait eu vis-à-vis d'Adèle Haenel et sur une scène en particulier. Ça, c'est un point de bascule important. Mais il y en a d'autres. Il arrive qu'on ait des documents, des SMS, contrairement à ce qu'on entend souvent, où on entend c'est que de la parole et c'est qu'une parole. Non, en fait, on peut quand même souvent, quand on veut chercher les choses, à ramener un certain nombre d'éléments qui vont contextualiser, qui vont permettre de vérifier tout ce qui peut l'être, de conforter les déclarations des personnes qui viennent justement dénoncer ces violences. Et puis, au bout d'un moment, on se dit qu'on est en tout cas assez fort pour aller confronter tous ces éléments aux personnes mises en cause, alors aux mises en cause, ou parfois ça peut être des institutions qui, alertées, n'ont pas réagi, etc. Donc tout ça, ça permet d'entrer dans une phase de contradictoire qui n'est pas forcément la toute fin de l'enquête, qui est un moment où en fait on va commencer un ping-pong, on va dire voilà, on a ça, etc. Si on a des réponses qui vont infirmer certains points ou demander des explicitations, en fait, on va retourner travailler. Ça arrive, en fait. Il y a des points qui vont nécessiter de revenir vers les personnes qui dénoncent ces violences pour dire là, vous nous avez dit ça, est-ce qu'on peut préciser ça, etc. Donc, au passage, je le dis, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas un long fleuve tranquille pour les personnes victimes qui viennent nous voir et qui déposent leur témoignage, qui nous donnent un petit peu leur version des faits. Non, on va écouter d'abord. Et puis ensuite, il va y avoir souvent, dans un second temps, et notamment peut-être un second entretien, il va y avoir toute la phase de vérification. On va un peu les embêter sur des questions, mais on va leur expliquer qu'on est obligé de poser certaines questions pour vérifier des choses, des dates, etc. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit, là, on est assez fort pour poser ces questions. Et au bout d'un moment, quand on a recueilli les réponses ou les non-réponses, ça dépend du mis en cause, s'il ne souhaite pas répondre, il a le droit, on va se dire qu'on est assez solide, en fait, pour pouvoir publier. Mais souvent, c'est effectivement la multiplication des paroles qui va, non pas faire office de preuve ultime, mais qui va quand même permettre ce petit faisceau d'indices, ce puzzle à reconstituer. Et puis, bien sûr, on est prudent dans ces enquêtes, je veux dire, dans les propos, dans la manière dont on présente les choses, les versions des uns et des autres. C'est extrêmement important d'être très précis, en fait. Très bien. À votre avis, pourquoi votre enquête sur les agressions sexuelles commises par Éric Zemmour n'a pas eu le même impact que celle sur France 2 de Hulot ? C'est Béa qui nous pose cette question. C'est une question qu'on s'est posée, alors pas en comparant par rapport à Envoyé spécial et Nicolas Hulot, parce que les cas sont différents, la force de la télévision est quand même toujours très importante, donc il ne s'agit pas de comparer des affaires entre elles ou des enquêtes entre elles, mais effectivement on s'est posé la question avec David et Marine, puis plus généralement au journal, sur pourquoi quand on a publié une première enquête, puis une deuxième enquête, sur Éric Zemmour, qui font qu'au total, on a quand même 7 femmes qui rapportent des faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle. Hors de toute procédure judiciaire, il n'y a pas de plainte, pas d'enquête préliminaire ouverte à notre connaissance, mais 7 personnes, donc c'est quand même extrêmement massif, avec par ailleurs des témoignages corroborés par de nombreux témoins, des documents, énormément d'éléments, plus que dans d'autres enquêtes. D'ailleurs, on a vraiment beaucoup d'éléments dans ce cas-là, et puis d'autres personnes qui racontent un contexte globalement très sexiste, et puis ses déclarations lui-même sur la place des femmes, sur la sexualité des hommes, qui contribuent à
comprendre un petit peu les témoignages des femmes qu'on a recueillis. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement documenté, d'extrêmement fort. Donc c'est pour ça que ça nous a quand même interpellés. Pourquoi au moment où on l'a publié, voilà, il ne s'est rien passé ou presque. Il y a peut-être nous qui nous y sommes mal prises aussi, mal pris. Enfin voilà, ça peut aussi arriver. Il faut aussi s'interroger sur nos propres mises en scène, nos propres titres. Enfin peu importe, ça c'est un peu de la cuisine interne, mais ça peut être un facteur d'explication. Moi, je pense beaucoup plus généralement que la question des violences sexuelles, on voit bien qu'elle transperce un petit peu la scène médiatique de manière extrêmement forte, récurrente depuis plusieurs années, mais que ce n'est jamais acquis et que ce n'est jamais évident. C'est-à-dire qu'il y a par moment, dans les fonctionnements médiatiques, dans les ronronnements médiatiques, je pense, une envie de revenir au monde d'avant. C'est-à-dire que, et si tiens, tout d'un coup, on reparlait de politique sans parler de ça, par exemple. On le voit bien avec le MeToo politique, c'est-à-dire que le milieu politique a beaucoup de mal à changer, mais le journalisme politique a aussi beaucoup de mal à intégrer ces problématiques dans sa couverture. Et au moment où nous, on a publié les enquêtes concernant Éric Zemmour, c'est les moments où on a vu dans la presse affleurer dans énormément de journaux, plein de papiers sur il se prépare, il réfléchit à sa candidature, il commence à se poser en candidat. C'était vraiment le début de la couverture du rouleau compresseur qu'on a vécu pendant 6 mois, racontant vraiment ça. Et je pense qu'il y avait vraiment l'envie de maintenant ça va, vos histoires de bonnes femmes, pardon de le dire un petit peu brutalement, ça va 2 minutes, est-ce qu'on pourrait bien, maintenant, reparler de politique comme on voudrait ? Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et que cette résistance-là à cette question, on la revoit revenir, encore une fois, de manière chronique, d'autant plus quand il s'agit d'une personnalité d'extrême droite. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'il y a une capacité d'indignation qui est moindre pour quelqu'un d'extrême droite dont on se dit bah oui, évidemment, vous avez vu ses écrits, vous avez vu voilà. Et donc en fait ça a créé cette espèce d'effet de du coup ça semble peut-être évident pour plein de gens. Donc en fait on va pas le questionner. Et l'autre point c'est évidemment la responsabilité des médias quand même. C'est-à-dire que là on vient de passer 48 heures à décrypter les droits d'auteur qui n'ont pas été crédités, payés par Éric Zemmour. On a passé le week-end d'avant 48 heures sur le droit d'honneur d'Éric Zemmour. Très bien, je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets, mais enfin, là, il y avait 7 témoignages qui l'accusaient d'agression sexuelle, et il n'y a pas eu de reprise, quasiment pas. Il n'y a pas eu de questions, surtout. Ça fait des mois qu'il fait tous les plateaux de télé, il n'y a pas de questions. Donc je crois que c'est la responsabilité des médias de le questionner sur des faits d'intérêt public, là encore, et de s'emparer un petit peu de tout ça. Ce qui fait que, par exemple, Weinstein, ça prend aux États-Unis. C'est que tout le monde s'en empare. C'est qu'il y a 2 journaux qui vont faire 2 enquêtes très solides qui se répondent et se complètent, en fait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, voilà, ce travail, il doit être fait, évidemment. Et puis, le dernier truc, c'est que souvent, en fait, on attend que les personnes victimes, les personnes qui se disent victimes, en tout cas, elles aillent témoigner ouvertement, comme dans PPDA, Hulot, etc. On leur demande beaucoup de choses, en fait. On leur demande non seulement de témoigner, mais en plus de témoigner à visage découvert. Gaël L'Enfant l'a fait dans l'enquête. Mais c'est difficile. Et surtout face à quelqu'un comme Éric Zemmour. Et l'armée de trolls qu'il peut y avoir d'extrême droite, comme on le disait tout à l'heure. Donc on ne peut pas tout demander non plus à ces personnes. C'est aussi à nous, journalistes, de pouvoir poser les questions. Et moi, je remarque qu'en fait, personne ne lui a posé ces questions. Est-ce que vous contestez les faits, par exemple ? Voilà. Est-ce que avez-vous été formé sur ces questions spécifiques avant de pouvoir mener votre travail d'enquête, recueillir les témoignages, avoir l'écoute? Est-ce qu'il y a des formations à Mediapart? C'est Lénaïque Bredou, la formation. Non, attends, elle forme tout le monde, Lénaïque Bredou. Elle a formé une armée à Mediapart. Oui, premier degré. J'allais vraiment répondre ça en plus. Moi, c'était aussi... Non, vraiment, c'était premier degré. Moi, les premières fois que j'ai fait des articles sur les violences sexuelles, je les ai fait relire avec Lénaïque, qui m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, c'est quand même une matière spécifique. Bon, quand on couvre le monde du travail, on a aussi des récits qui sont violents, même quand ce n'est pas des violences sexuelles. Mais là, il y a quand même quelque chose de particulier dans le rapport aux sources, dans tout ce qu'on leur demande, dans parfois des détails qu'on ne va peut-être pas raconter dans l'article, mais que nous, dont on peut avoir besoin, notamment pour le contradictoire. Et c'est super d'être accompagné par des journalistes qui ont plus d'expérience comme Lénaïque.
Non mais bon, c'est très gentil, mais par ailleurs, il faut quand même souligner que c'est un savoir-faire qui s'est construit au fil des années, des mois et des années, et que faut dire la vérité, ce n'est pas moi toute seule qui ai construit cet héritage. C'est ce travail collectif du pôle enquête, Marine, Michael Ashdenberg qui est co-responsable du pôle enquête. Dans plein de services, il y a des gens qui ont fait des enquêtes sur ces sujets. Je pense par exemple à Dan Israël au pôle social, et je pourrais en citer vraiment plein. Donc j'ai fait un petit décompte d'ailleurs sur l'année dernière. Il y a 20 journalistes de Mediapart qui ont signé des enquêtes consacrées de près ou de loin à des questions de violence sexuelle. Ça dit, je pense, l'importance qu'on donne à ce sujet, aussi l'intérêt collectif pour ça. Et c'est important parce que du coup, ce savoir-faire, il se diffuse, il s'enrichit aussi des personnes qui nous rejoignent ou qui contribuent. Et puis, elle se fait aussi d'un point de vue de relecture juridique avec notre avocat, Maître Emmanuel Torgman. Et pas que des femmes, parce qu'on nous pose, il y a HK qui nous demande, vous êtes 3 journalistes femmes, y a-t-il que les femmes qui s'intéressent à ce sujet sur Mediapart? Non, je viens de répondre tout à l'heure, j'ai cité le nom de David Perrotin, le nom de Dan Israël. Je pourrais aussi donner l'exemple de Donatien Huet qui a fait de nombreux articles sur la question des violences sexuelles dans la musique. Non, c'est pas du tout un sujet réservé à Mediapart. Puis c'est une impulsion quand même à donner. Moi je suis au service enquête. Michael Ashdenberg qui co-dirige le service enquête, pour lui c'est une priorité en fait. Donc en fait, à un moment donné, quand on décide d'investir le sujet de la pédocriminalité, d'investir des sujets, c'est des impulsions, et c'est aussi des impulsions d'ailleurs, à la tête de Mediapart, de décider que c'est un sujet hyper important en fait. Très bien. Et si je peux rajouter aussi que dans le reste des équipes, notamment celles qui sont l'accueil de la parole de personnes qui appellent à Mediapart, ou la modération, les réseaux sociaux, on a aussi un encadrement à Mediapart et une formation spécifique sur ces questions. Voilà, je rajoute ça. D'ailleurs, il faut préciser que tous ceux qui sont à Poitiers en train de gérer les abonnements, la boîte contact, qui reçoivent donc toute cette vague de témoignages dont on parle tout à l'heure, c'est extrêmement difficile. C'est des témoignages extrêmement violents, extrêmement durs, avec beaucoup de désespoir. Donc il faut quand même saluer nos équipes là-dessus qui se tapent tout ça à recevoir des coups de fil avec des fois des situations d'urgence imminentes en fait, et beaucoup de détresse. On va redescendre un petit peu. Et donc sur McDo, sur une enquête comme McDo, comment les signalements sont-ils arrivés? Est-ce que les multinationales n'essaient pas de mettre des bâtons dans les roues? McDo, en fait, c'est un ensemble d'articles qu'on a commencé il y a un peu plus d'1 an. Alors, comment ça a commencé? C'est que moi, dans le cadre de la couverture du monde du travail avec mes collègues au pôle social, on s'intéressait à McDo depuis des années. Enfin, j'étais pas les seuls. J'étais pas du tout la seule. Hein. Ça fait longtemps qu'on couvre ce qui se passe à McDo, puisque c'est le premier employeur de jeunes en France. Et donc, en fait, à force de piquets de grève, notamment sur les salaires, on commence à entendre de plus en plus de récits de femmes en fait qui travaillent à McDo et qui nous disent moi je me suis fait agresser, moi je me suis fait violer par mon manager, par le franchisé. Et puis on a été contacté, et donc ça faisait son bout de chemin et on a été contacté par un collectif qui existe toujours de salariés EES, surtout des femmes, de McDo qui s'appelle McDroit, et qui nous ont dit nous on commence maintenant un travail de recension de ces histoires, parce qu'on les entend comme vous quand on va sur les piquets de grève, notamment sur les questions de salaire. On entend de plus en plus de femmes nous raconter des choses assez graves, et c'est pas uniquement grave parce qu'il y a des faits de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle dans les McDo, c'est parce que les employeurs, qui encore une fois ont une obligation de sécurité envers leurs salariés, ne remplissent pas leur rôle. Voilà. Et donc, nous, en parallèle, je dis nous parce qu'on a fait ce travail avec Street Press. Donc, Street Press et Mediapart, en parallèle du travail militant qui était fait par McDroit, nous, on a fait notre travail journalistique. Donc, on a récupéré tous les témoignages qu'on avait déjà reçus, on en a cherché des nouveaux, et on est arrivé comme ça à 78 témoignages de femmes qui ont travaillé à McDo à des postes différents. Souvent, c'était des salariés. Parfois, par exemple, il y avait une responsable juridique d'une franchise. Il y avait aussi des salariés à la direction de McDo. Qui nous racontait en fait un système où les violences sexistes et sexuelles n'étaient pas prises en compte. Pire, elles étaient comme autorisées, puisqu'à chaque fois que les problèmes remontaient, c'était étouffé. Et quand il y a quelqu'un qui partait, c'était souvent la salariée, et c'était absolument pas son manager ou son chef. D'ailleurs, il y a eu une plainte à l'OCDE après au niveau international pour harcèlement sexuel et violence sexiste et sexuelle régulière à McDo, qui ont fait son bout de chemin, et nous on a continué à traiter cette thématique. Voilà. Très bien. Et du coup, tu parlais de Street Press. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire la nature des relations qu'on a avec d'autres journaux, notamment, je pense à La Déferlante. Il y a un lien qui est fait entre
Ouais, la Déferlante, qui est donc une revue consacrée aux révolutions féministes, avec lequel Mediapart a noué un partenariat. Donc il y a un partenariat à la fois financier et éditorial. Financier parce que Mediapart a participé au capital de la Déferlante, et éditorial puisque tous les trimestres, et d'ailleurs le prochain est demain, puisque j'en profite pour vous dire que le prochain numéro de la Déferlante sort demain dans toutes les librairies. Je vous recommande de vous jeter dessus. Pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà abonnés, nous publions donc chaque trimestre la rubrique Retour sur de la Déferlante, qui est une rubrique qui est consacrée à un événement passé, qui a du sens justement pour documenter ces révolutions féministes. Et bon, je peux le dire parce que le sommaire est public, mais nous publierons donc demain le retour sur la tuerie à l'école polytechnique de Montréal en 1989, qui est considéré comme le premier grand féminicide de masse. Ok. Je rappelle à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours et qui nous regardent sur YouTube que vous pouvez nous envoyer des questions, mais ça se passe sur Mediapart directement. Donc venez nous rejoindre sur Mediapart et n'hésitez pas à poser des questions, on y répond en direct. Donc on a une question de Jeanne qui nous dit: on lit dans vos articles de nombreux témoignages de victimes, mais pourquoi n'entendons pas la parole des mises en cause comme Hulot, Branco ou Zemmour récemment? Est-ce que ce sont eux qui ne veulent pas répondre, ou est-ce que en tout cas pas à Mediapart? Est-ce que c'est le fait qu'on soit Mediapart? On a un peu répondu tout à l'heure, je crois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, évidemment, qu'on contacte les personnes mises en cause. Ça me paraît évident, mais il faut le redire, en fait. On leur demande un entretien, on leur pose ensuite des questions précises s'ils ne veulent pas nous recevoir pour un entretien. Donc, ils la prennent rarement, cette parole, en fait. Un exemple, dans mon livre, en fait, j'ai contacté, pour 9 affaires que je décrypte, j'ai contacté tous les mis en cause, mais aussi leurs avocats. Il n'y en a qu'un qui m'a répondu et qui m'a dit: moi, je vous réponds sur mon travail d'avocat de manière générale. Hervé Temim, qui est l'avocat de Richard Berry, de Roman Polanski, de Gérard Depardieu. Tous les autres n'ont pas voulu répondre, en fait, y compris les mis en cause. Alors que je les questionnais sur le rôle de la justice, dans leur procédure, mais aussi sur ce qu'ils avaient à dire sur les faits. Donc cette parole, ils la prennent rarement, et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ils nous répondent pas, mais ensuite ils vont aller dans un média où le questionnement sera souvent complaisant, voire inexistant, pour pouvoir dérouler leurs arguments généraux sans jamais répondre de manière précise. Donc évidemment que nous on la recueille, cette parole, mais à un moment donné on ne peut pas les obliger bien sûr à nous répondre. Ils ont tout à fait le droit de pas nous répondre, et c'est ce qui explique. Alors parfois on a leurs avocats qui peuvent donner des petites choses, mais si on prend l'exemple de Gérald Darmanin, ça fait des années qu'avec Antoine Rouget, on leur rend, depuis le début de notre travail sur cette affaire 2017, puis le premier article 2018, on lui fait des demandes, on lui demande des entretiens, on lui fait des questions. On a à chaque fois 2 lignes de ses avocats, nous contestons les faits, ou alors ces faits font l'objet d'une enquête judiciaire, donc on répond pas, puis quand l'enquête est classée, ils disent c'est fini, donc en fait c'est-à-dire qu'il y a rien à voir, quoi. Donc on les a pas, ces réponses. Ça serait sûrement intéressant d'entendre un peu leurs explications sur tel et tel élément. On ne les a pas. Juan Branco, il nous a fait quelques réponses. Ce que je voulais dire, c'est que la meilleure illustration qui montre à quel point on demande systématiquement et on intègre les réponses, c'est que si on prend l'exemple de Juan Branco et qu'on reprend l'article qui est donc en accès libre sur Mediapart aujourd'hui, puisqu'on a repris l'enquête qu'on avait fait à l'époque pour sa mise en examen récente pour viol le 24 novembre 2021, vous verrez les réponses en fait de l'avocat. Mais si je prends aussi par exemple le travail de Redja sur McDo, en réalité il y a plein de personnes mises en cause qui ont répondu à Redja. Il y a McDo qui a répondu, l'entreprise McDonald's nous a répondu. Donc, et si on regarde et on lit toutes les enquêtes qu'elle a faites sur le sujet, on voit bien qu'on a donné la juste place aux réponses. Par ailleurs, comme journaliste, en fait, peut-être c'est pareil, ça paraît évident, mais nous, on veut ces réponses, parce qu'en vérité, ce sont des questions que nous nous posons. Il y a les réponses des mis en cause, mais très souvent, on interroge, quand on fait ce travail, les structures, les associations, les partis politiques, les entreprises. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de la responsabilité de l'employeur. C'est ça qui est crucial dans les affaires de violence sexuelle, parce que c'est ça qui montre que c'est structurel et que c'est pas juste un cas isolé, perdu dans un coin. C'est parce que les structures, les institutions dysfonctionnent. Et donc ne prennent pas en compte suffisamment ces questions-là. Donc nous, ces questions, en
vérité, on se les pose parce qu'y compris pour que ça change, pour le documenter. Nous, on veut ces réponses. C'est des réponses. Et puis, évidemment, on est intéressé. Les cheminements individuels des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Même là, si on prend l'exemple des mis en cause, voilà, ça s'inscrit dans des histoires, dans des parcours personnels. Voilà, on a aussi cette soif de comprendre et d'entendre en réalité. Donc, sinon, on serait pas journaliste. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que pour nos articles, le contradictoire, c'est-à-dire interroger tous les points de vue, le contradictoire, c'est peut-être un terme un peu juridique, mais d'interroger tout le monde, pour nous, c'est aussi le gage d'un article plus riche. Et ça, c'est vrai pour les questions qui a trait aux violences sexistes et sexuelles, mais pour le reste... Pour tous les sujets. Pour les autres sujets. Est-ce qu'il y a une spécificité aux violences sexistes et sexuelles ? De ne pas répondre là-dessus. Ouais. Est-ce que Sarkozy, Raoult, etc. Non, ça peut être quelque chose... De recevoir des réponses globales, un démenti global de 2-3 lignes, ça arrive dans tous les domaines. Mais c'est vrai que sur ce domaine-là, il y a des contre-offensifs particulièrement... le Juan Branco, il va chez Hanouna au lendemain des premiers articles et la plainte pour viol qu'il vise pour essayer de s'exprimer longuement sans trop de questionnement. Mais il arrive parfois qu'il y ait quand même des institutions ou des gens qui bougent là-dessus. La SNCF, par exemple, qu'on a questionné pour un article sur le prestataire de Gare du Nord qui nettoie les trains à la Gare du Nord, H. Régnier, qui a été justement condamné pour n'avoir pas agi dans une affaire d'agression, de harcèlement sexuel au sein de cette entreprise, qui était donc son prestataire. Et bien en fait, il y a quelques années, il disait circuler, il n'y a rien à voir. Nous, c'est notre prestataire, mais ça n'engage pas la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF, l'année dernière, dans un article qu'on a fait, elle a réagi cette fois. Elle a réagi, elle a dit qu'elle condamnait toutes les violences sexuelles, qu'elle avait mis en place des choses et elle a forcé H. Régnier, de mémoire, à justement mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir continuer à travailler à Gare du Nord. Donc on voit que parfois, justement, l'interpellation médiatique sur ces éléments-là, sur ces éléments factuels, elle peut provoquer des prises de parole, des communiqués publics. Ok, j'ai une question de Flore qui nous demande combien de temps et de personnes ces types d'enquêtes nécessitent-elles en général. On a déjà un peu répondu, mais la question c'est des enquêtes très longues en fait, c'est ça ? Oui, on le dit à chaque fois, c'est plusieurs mois, parfois ça court sur plusieurs années. On parlait d'Éric Zemmour, on parlait de Juan Branco. C'est des enquêtes qui démarrent sur des alertes qu'on reçoit en décembre 2018 pour l'un et en 2019 pour l'autre. Donc ça ne veut pas dire qu'on a travaillé 2 ans à temps plein, bien entendu, mais ça veut dire qu'au cours de 2 années, on a essayé en fait d'agréger les témoignages, de les vérifier, de pouvoir en fait laisser le temps aussi aux personnes de voir si elles vont pouvoir parler ou pas. Parfois il y a des allers-retours là-dessus. Parfois elles disent oui, puis après elles disent j'ai trop peur des représailles. Il faut l'entendre aussi. Il y a toujours des conséquences personnelles ou professionnelles à ces témoignages. C'est difficile. C'est aussi ce temps-là. Et puis c'est le temps de la vérification, c'est le temps de la phase du contradictoire. Donc c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas une fois où on s'est dit que ça allait être fait en 2 semaines, bien évidemment. McDo, c'est typiquement le cas aussi. C'est un énorme travail. Oui. Tout à fait. Le premier papier m'a pris 2 mois. Et ce qui est assez, ce qui est pas mal à Mediapart, parce qu'on est quand même aux Journées Portes Ouvertes, c'est qu'on te laisse 2 mois. C'est pas après dans tous les journaux, quoi. On te laisse 2 mois, et même si tu pars pas avec les 78 témoignages au début, quoi. Très bien. J'ai une question / remarque, mais qui revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la sémantique. Pourquoi écrit-on « une femme a été tuée » et non pas « un homme a tué » Dit autrement, pourquoi la femme est le sujet et non pas l'homme? À mon sens, c'est un renversement important pour poser la bonne question. Pourquoi les hommes tuent? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'affaire Adèle Haenel, que tu n'appelles pas comme ça. Ouais, on essaie de l'appeler l'affaire Christophe Rougia. C'est pas facile parce que les gens connaissent pas forcément le nom de Christophe Rougia, mais plus largement, la sémantique, elle est importante. Nous, on parle pas d'abus sexuels, mais de violences sexuelles. On parle pas de pédophilie, mais de pédocriminalité. On parle pas de crimes passionnels, mais de féminicide. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de se diffuser. Le Monde a par exemple, contribué beaucoup à imposer le mot féminicide. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas en fait des termes militants, c'est des termes factuels. Moi, j'ai posé la question à des policiers, justement, est-ce que vous dites pédophilie ou pédocriminalité? Ils nous disent non, le terme exact et factuel, c'est pédocriminalité. Et les abus sexuels, on abuse du chocolat, mais on n'abuse pas des enfants. Et pareil avec le tourisme sexuel. Enfin, faut des mots factuels. Et je crois que ça participe de la même chose que souligne cette personne dans la question. C'est aussi de remettre les responsabilités dans le bon sens, etc. Et c'est vrai que souvent, les femmes sont le sujet, en fait, des titres. Une personne me disait d'une association, Emmanuel Piette, me disait, du collectif Fémis contre le viol, me disait
Quand on voit le violeur de la gare de Perpignan, en fait, il viole pas les gares. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. On entend aussi des formules comme « elle s'est fait violer ». Enfin, voilà, donc je crois que la sémantique, elle est importante et je crois que notre responsabilité de journaliste, c'est de faire la pédagogie sur pourquoi, en fait, il faut utiliser les termes exacts et pourquoi c'est important. Et je crois que ça commence à diffuser dans les journaux. Mais encore une fois, quand les violences sexuelles sortiront définitivement dans tous les journaux des rubriques faits divers, on sortira aussi de ce traitement-là, en fait. C'est pas des faits extraordinaires, exceptionnels, isolés. C'est un problème systémique et donc, voilà, c'est pas un crime passionnel, c'est un féminicide, etc., etc. Et du coup, on va revenir aux origines. Pourquoi Mediapart a-t-il mené ce gros travail d'enquête sur les questions de violences sexuelles ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce choix éditorial ? À l'origine de ce choix éditorial, c'est un mon choix au sens où, en tout cas la manière dont moi je le perçois, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec le réel. Pardon de le dire comme ça, mais c'est-à-dire que quand d'abord, encore une fois, les sujets d'égalité, de manière générale, de violence de genre ont été au cœur de ce que Mediapart incarne depuis qu'il s'est créé. Donc il faut bien voir qu'on est dans cet environnement-là où ça fait partie des sujets qui nous ont toujours semblé importants. Et après, en termes d'enquête et d'investissement éditorial, il y a un double mouvement, celui de la société, parce que comme journal, on est dans une société et on est interpellé par une société mobilisée qui s'est de plus en plus mobilisée sur ces questions. Et tu parlais tout à l'heure de la manifestation du 20 novembre, ou du 21, parce qu'il y en a eu dans les 2 jours. Voilà, il y a encore des milliers de personnes qui manifestent, des dizaines de milliers de personnes qui manifestent contre les violences sexuelles. On voit bien qu'il y a un bouillonnement dans la société qui s'inscrit dans sur plusieurs années en réalité. Et nous, comme journal, on est aussi bousculés par ça. Donc il y a ce mouvement-là et parallèlement, là où on a rencontré le réel, si je puis dire, c'est que moi, par exemple, dans mon travail de journaliste politique, parce que je suis arrivée à Mediapart, j'étais journaliste politique pendant 10 ans à Mediapart, et bien en fait, c'est une question qui, quand vous êtes un peu sensibilisé à ce sujet, c'est là où il y a une part de sensibilité personnelle, évidemment, et bien vous la rencontrez relativement rapidement, parce que relativement rapidement, le sexisme est un sujet de conversation quand vous buvez un café ou vous fumez une cigarette avec vos collègues journalistes femmes ou avec des élus, des militantes qui, entre 2 portes, racontent les réflexions qu'elles se sont prises dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale ou aux réunions du Bureau national de telle ou telle formation politique. Et puis voilà, comme ça, vous commencez à avoir des alertes et vous commencez à travailler sur cette question en se disant, voilà, justement, parce que justement, pendant très longtemps, on a considéré que c'était des sujets qui n'étaient pas d'intérêt public, qui étaient des histoires personnelles, interpersonnelles, de coucherie, bref, tout ce qui était complètement à côté, de vie privée, voilà, on dit que c'était la vie privée. Et nous, on a fait le choix de l'intégrer à notre couverture journalistique en disant mais non, ce ne sont pas ni des faits divers, ni un folklore, ni de la vie privée. Ce sont des faits d'intérêt public, d'intérêt général, qui sont largement documentés dans toutes les statistiques publiques. C'est-à-dire que l'intuition qu'on avait, nous, dans notre travail de journaliste, est recoupée par les statistiques publiques sur le caractère massif de ces violences. Et si je prends l'exemple de la politique, parce que la première enquête qu'on a publiée sur le sujet, c'est une enquête sur le milieu politique, et c'était en 2016 avec Denis Baupin. Voilà, c'est un milieu qui est extrêmement marqué par ça. Et donc, dans votre travail de journaliste, vous y êtes assez vite confronté. Et le journal, dans ce double mouvement entre notre travail, le travail des équipes et le mouvement de la société, a de plus en plus consacré d'espace à ces questions. Et après a suivi évidemment le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein et le travail de 7 mois, quand même. On parlait d'enquête longue tout à l'heure, mais de 7 mois de Marine autour du témoignage d'Adèle Haenel. Mais on ne fait pas, pardon, je te coupe, c'est important de le dire, parce qu'on a souvent cette question-là, cette interpellation-là, on ne fait pas que des personnalités publiques connues. C'est important de dire, alors c'est vrai que parfois d'autres articles qu'on peut faire les unes et les autres passent plus inaperçus, mais qui sont tout aussi importantes que quand on fait Luc Besson, Gérald Darmanin, etc. On traite ça sur tous les secteurs, en fait. Enfin, on essaye en tout cas de montrer en fait que ces violences sexuelles touchent évidemment tous les secteurs. Donc on fait, quand on fait la guerre du Nord, ça a peut-être moins d'impact que Adèle Haenel, mais c'est tout aussi important. Donc en fait, ces papiers, on les fait au quotidien et on le disait tout à l'heure, mais ça traverse nos services à Mediapart, ça traverse les pôles. C'est-à-dire que maintenant, chacun va s'emparer dans son domaine, la culture, la politique, etc., le social, l'économique, de ces sujets.
sujets. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir cette vision très transversale, en fait. Et justement, que ce soit McDonald's ou la SNCF ou les paillettes et les stars, ça vient tout le temps de témoignages. Et il y en a une question de Claire qui nous dit, est-ce que vous partez toujours de témoignages de victimes ou est-ce que parfois vous faites une étude de lieu sans savoir forcément au préalable pour étudier un parti politique, par exemple, et briser un tabou? Est-ce que des fois vous allez... est-ce que ça part toujours de témoignages ou est-ce que... vous arrive de chercher même. En fait, c'est les deux. Non, mais c'est les deux. C'est-à-dire, d'abord, il y a des témoignages spontanés qui nous arrivent, mais une fois qu'on a des témoignages spontanés, l'enquête, c'est un point de départ, en réalité. C'est pas du tout le point d'arrivée de notre enquête. Ça peut être une alerte, mais ça peut aussi être pas un témoignage direct, ça peut être une alerte sur j'ai entendu ça, j'ai vu ça tout à l'heure, Edidja, pourrait en parler, sur comment on a travaillé sur la télé-réalité. C'est aussi un bon exemple, en fait, d'alertes qui sont presque dans l'espace public, si je puis dire. Et ensuite, on tire les fils, voilà, avec les techniques journalistiques, d'essayer de retrouver, de recouper, de contacter les personnes concernées, éventuellement témoins, etc. Mais c'est pas du tout... Voilà, le témoignage est un point de départ. C'est rare qu'on explore un champ en se disant je pars de rien, en n'ayant absolument aucune alerte. Mais encore une fois, il n'y a pas que le témoignage qui est une alerte. Il y a par exemple, si je prends un exemple politique, vous pouvez très bien avoir une responsable, je dis c'est souvent une femme, qui vous alerte sur ce genre de sujet, qui vous dit quand même les procédures d'alerte, franchement ça marche pas. Et là voilà, vous dites ce serait un bon sujet de le faire par exemple. Oui, non mais je suis d'accord. Je ne sais pas. Oui, par exemple, si tu prends l'exemple de la télé-réalité, c'était compliqué même d'avoir des témoignages. Donc là, on n'est pas parti de témoignages. C'est compliqué de les avoir parce que c'est pas notre domaine de prédilection à Mediapart, qu'on n'était pas en contact et tout. Donc là, on parle de choses, de stories sur Snapchat, de sous-entendus sur Instagram, de demi-phrases dans des vidéos ici et là, et après on va chercher des témoignages. Mais bon, j'ai l'impression qu'on reçoit quand même tellement de témoignages de personnes en fait qui témoignent de la violence sexiste qu'elles subissent, que déjà on n'arrive pas à faire en fait tous les témoignages qu'on reçoit, donc c'est vrai que ça me paraît un peu... Ce qui est intéressant, c'est qu'on les garde, ces témoignages qu'on reçoit, et qu'il arrive qu'on les utilise dans des enquêtes transversales. Par exemple, quand on fait le monde du cinéma, bien sûr, on a fait Luc Besson, on a fait Adèle Haenel, Christophe Rouget, Adèle Haenel, mais on a aussi fait un papier le même soir que Adèle Haenel, peut-être passé plus inaperçu, mais où il y a tout un ensemble de témoignages de costumières, de maquilleuses, d'actrices connues ou pas, qui expliquent en fait comment ça se passe sur les plateaux et comment aujourd'hui il y a des violences sexuelles qui sont difficiles à dénoncer, comment il y a des violences sexuelles qui en fait ne sont pas vues comme un problème encore sur des tournages, qu'on protège pas les personnes. Ça, c'est typiquement le type d'articles transversaux qu'on peut faire et ça nous arrive régulièrement d'amasser des choses comme ça. On a fait avec Hélène Salvi, avec Léna Hig, il y a quelques mois, un article sur MeToo à droite et à l'extrême droite. On a agrégé plein de témoignages qu'on avait déjà reçus pour dire est-ce que la parole elle est plus difficile à faire émerger à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique, et si oui, pourquoi il y a des résistances, etc. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on essaie d'amasser, et puis ensuite ça donne des articles qui sont tout aussi intéressants et qui sont plutôt transversaux. Merci beaucoup, on arrive à la fin. Du coup, merci à Marine Turki, je le répète, donc le livre Faute de preuves dans toutes les bonnes librairies. Merci Khadija Zerwali, encore bravo d'ailleurs pour l'émission d'hier d'Alert Libre. Si vous l'avez pas encore vu sur le débat des syndicalistes étudiants alors que les élections des Crous vont rouvrir. Notre gender editor, comme on aime le dire, merci à toi Lénaïque Bredou. Et merci à toi. Merci. Et merci aussi aux petites mains invisibles, Cécile Denis, Galadriel Autain-Desbois, Marianne Roux et Damien Gauvin qui étaient du coup à la sélection des questions. Et vous pouvez rester ici pour le prochain plateau qui commence donc à 16h, couvrir la présidentielle qui sera animée par Anna Ferrer qui est ma collègue de la modération. Voilà, je vous remercie et à très vite.